l'élément fondamental, je dirais, qu'on commençait à voir un peu Juste avant avant la crise, mais qui s'est complètement, je dirais, exacerbé, c'est que ce n'est plus l'entreprise qui choisit son collaborateur. C'est le collaborateur qui choisit l'entreprise. Mais la pénurie, il faut juste regarder qui en est responsable. Je dirais. Donc, moi, ça fait 10 ans, 15 ans que je dis, le recrutement, ou en tout cas, c'est 3 tiers. C'est un tiers, je dirais, via l'extérieur. C'est un tiers, je dirais, des jeunes pousses, je dirais, que je fabrique dans mon entreprise. Et c'est un tiers, je dirais, de développement ou de mobilité. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission Patati et Patata, en tout cas le nouvel épisode de Patati et Patata. Vous le savez, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. Et pourquoi ? Parce qu'on entend et on lit pas mal de choses, des best practices, des conseils de la part de plein de personnes, et patati et patata. Donc ce que l'on fait, comme à chaque épisode, on invite une personne pour remédier à tout ça et remettre de l'ordre. Donc on accueille aujourd'hui Daniel Dreux, qui est donc le CEO, on peut dire CEO, en tout cas le créateur, le fondateur de Dare to Transform. Bienvenue Daniel, merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Bonjour Daniel, c'est un grand plaisir de vous recevoir. Vous êtes ex-Disney, vous étiez DRH pendant de longues années. Je ne sais pas si on peut dire le nombre des années, mais... Oui, on peut, je dirais 28 ans. Ah oui, quand même, ok. Donc pas mal d'années passées en tant que DRH, peut-être pas tout ce temps en tant que DRH, mais en tout cas une grande partie. Donc la fonction RH, ça vous parle. Est-ce que vous pouvez tout de suite nous indiquer pourquoi avoir créé Dare to Transform ? Alors, Dare to Transform est la suite de ma carrière. Après, comme on vient de le dire, 28 ans chez Disney. Et puis, l'envie de faire quelque chose, donc un peu plus libéré, de dire finalement, au lieu de faire, peut-être d'aider les gens à réfléchir, à penser, qu'est-ce que l'avenir nécessite de transformer. C'est pour ça que ça s'appelle Dare to Transform, oser la transformation, c'est-à-dire regarder devant, regarder un horizon. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui parce que après la période de Covid, on a souvent dit on est dans un monde incertain, donc il y a une instabilité, donc on ne peut pas prendre de décision. Et moi je dirais que quand on regarde devant, bien évidemment, on a des gros enjeux, des crises qui se sont empilées comme jamais on en a eu, mais en même temps on a un horizon qui peut se dessiner. À partir de là, on peut planifier les choses et se dire qu'est-ce qu'il faut faire différemment. Donc aider les personnes à se transformer et ou les compagnies, j'imagine, vous travaillez pour des clients dont vous allez nous parler. Alors, est-ce que c'est du coaching ou est-ce que c'est de l'accompagnement ? Parce qu'il faut bien distinguer les deux. Est-ce que c'est sur du manager ? Je pose plusieurs questions en une, mais ça se rejoint. Est-ce que c'est pour du manager, l'aider à transformer, ou lui personnellement ? Alors ça pourra dans les modalités de mise en œuvre, mais avant tout c'est pour aider les dirigeants d'entreprise, y compris les DRH, à se projeter. C'est vraiment se dire, si on regarde 4 grands ensembles en tout cas que l'on a modélisés, que ce soit le côté planète, le côté des people, personnes, le côté des profits ou le côté des parties prenantes. Finalement, quand je prends mon existant d'aujourd'hui, comment ça résonne ? Et par effectivement une série énorme de questions, ça permet de savoir si finalement je suis en phase, ou est-ce qu'il faudrait bouger donc, sur ce périmètre-là. Et donc voilà, ça permet au moins de faire cela. Et l'objectif n'est pas de dire aux entreprises qu'elles doivent faire, c'est de les aider à réfléchir à comment elles doivent avancer en prenant en considération à la fois de façon très macro les grands défis de ce monde, les grands enjeux, quand on se resserre plus au niveau de l'Europe, de la France et bien évidemment dans l'entreprise et dans son secteur d'activité. Et une fois qu'on a fait ça, ça permet d'avoir une ligne directrice et de regarder ce qu'on va devoir dans les années futures transformer. Parce que vous êtes finalement le créateur du concept, l'entreprise citoyenne. Alors, qu'est-ce que c'est l'entreprise citoyenne ? Parce que c'est finalement votre constat. Le nom de votre constat, c'est ça, c'est l'entreprise citoyenne. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'en suis pas à l'origine, puisque l'entreprise citoyenne, c'est quelque chose qui est assez naissant aux États-Unis, ça s'appelle la bioéconomie. Finalement, c'est ce qui a remplacé
la RSE en France. Voilà, la RSE est essentiellement venue, on va dire, En tout cas, dans vous les... soutenez le concept depuis longtemps. Voilà, mais la RSE, c'est quelque chose de très normatif. L'entreprise citoyenne, elle répond d'abord, elle doit s'appuyer sur les 4 piliers que je viens de citer D'accord. précédemment, et en même temps, il y a une notion de, alors je vais prendre le terme à l'américaine, de vibrancy, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, je n'arrive pas à le traduire en français correctement, en tout cas l'équivalent, mais ça donne du mouvement, ça donne de l'énergie. C'est quoi? C'est de la Et participation? en même temps citoyenne, c'est-à-dire que je suis intégré dans mon territoire. Et je peux pas être Pour moi, un des critères dans l'entreprise citoyenne, c'est que je ne peux pas avoir des salariés ou des collaborateurs qui ne peuvent pas vivre du travail, pour lesquels, donc, ils sont rémunérés. C'est ça, à la base. C'est un des éléments C'est un des importants, le premier des engagements des entreprises, c'est de faire en sorte que tous les collaborateurs qu'ils ont puissent vivre du travail qu'ils fournissent. D'accord. Et c'est un des éléments, parce qu'on pourra y venir plus tard, mais dans Est-ce que ça la rentre marque dans la employeur, logique? dans la culture, dans l'attractivité d'aujourd'hui, bien évidemment que c'est un marqueur extrêmement En ce moment, il y a important. plusieurs candidats qui défendent la participation dans l'entreprise, etc. Est-ce que ça fait partie justement de ces... Alors, il y a quand je dis cela, bien évidemment, on peut y aller de différentes façons. On peut y aller, sur une rémunération directe, mais aussi, on a besoin de recréer de l'engagement, de l'appartenance à l'entreprise qui s'est largement dégradée, ces 2 dernières années par la distanciation, par les comportements des entreprises également, de comment elles ont plus ou moins bien géré la crise. Bien sûr. Et donc, du coup, on a besoin de recréer ça. Et la participation, l'intéressement sont des éléments, bien évidemment, qui peuvent venir compléter, donc en tout cas... C'est les solutions que vous proposez aujourd'hui, ou en tout cas ce sur quoi vous amenez les entreprises mais il à faut réfléchir. d'abord revenir là-bas. Si on regarde, de façon très lucide, on va voir le SMIC, donc horaire, qui va augmenter, compte tenu que l'inflation ne va pas s'arrêter à fin 2022, mais va continuer sur 2023. On va en 12 mois glissants 4 ou 5 fois. 4 ou 5 fois 2 à peu près, donc ça fait beaucoup. On avait déjà des systèmes de rémunération très obsolètes, écrasés. Donc là, ils sont plus écrasés, donc ils sont aplatis, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ouais. Donc on a besoin de recréer tout cela, donc, et de permettre aux gens vraiment d'avoir ce sentiment d'avoir la juste rémunération pour le travail qu'ils font, mais c'est aussi leur emploi. Qu'est-ce que j'attends du salarié ? J'arrête de découper en tâches, je donne les vrais emplois. Il y a quelque part une quête de sens du salarié, mais aussi une quête de sens du manager. Qu'est-ce qu'il donne à faire, ou à l'entreprise de façon plus macro. Ça, c'est un autre sujet. Que devient le manager dans le demain. Mais déjà, sur la partie des salariés, si on regarde le marché, les gens qui veulent rentrer dans l'entreprise, ils veulent faire pas un job, pas des tâches. Ils veulent faire le métier. Donc, prendre les responsabilités, l'autonomie. Ouais. Ça veut dire que par rapport à cela, il faut bien évidemment que je les rémunère en conséquence, que je les considère, en conséquence dans les responsabilités que je leur confie, mais en même temps, ça pose toute la question de l'encadrement intermédiaire. À quoi sert-il et qu'est-ce que j'en fais ? Lui, il devient un people management, il devient plus un encadrant au sens... je distribue des tâches, je contrôle, j'organise, je prends un certain nombre de décisions. Je m'occupe, de développer les gens. Est-ce que ça a changé, ça, avec le Covid ? Pardon, je vous coupe, mais parce que du coup, ça a du sens. Déjà, il faut rappeler que vous avez créé la structure en janvier 2020, c'est-à-dire que 2 mois après, il y avait quand même une pandémie qui touchait la planète. D'accord ? Oui. Est-ce que ça a fait bifurquer votre business model ou votre orientation conseil ? Ou est-ce que finalement, clairement, ça l'a redéfini ? Alors, ça l'a surtout renforcé, puisque j'avais créé ce concept de Dare to Transform avant cette période de Covid, et combien la période, et encore plus celle que l'on vit avec la crise russo-ukrainienne, donc cet empilement de crises, et la Covid, on n'en est peut-être pas sorti quand on voit ce qui se passe en Chine, tout cela, amène finalement à se dire on transforme. On ne peut plus adapter, on ne peut pas se réorganiser, s'adapter, s'ajuster, c'est bien, mais on est à une période où si on veut vraiment gagner la partie de demain, et la partie de demain pour les entreprises, elle est sur 3 piliers. Elle est sa croissance, mais ce qui fait sa valeur boursière, c'est sa pérennité, et ce qui fait
son intérêt, je dirais, vis-à-vis des salariés, mais aussi du public, c'est sa notoriété. Et on voit bien aujourd'hui, dans le cadre de la crise russo-ukrainienne, que quand on attaque la notoriété de l'entreprise par son comportement, on attaque son business model et on peut, je dirais, demain penser que grâce à la force des réseaux sociaux, on sera capable de mettre quasi à terre une entreprise, peu importe qu'elle ait été successful ou pas, quoi. Quel est le profil de vos clients aujourd'hui? Parce que moi j'ai l'impression en vous écoutant que c'est quelque chose qui doit beaucoup plaire aux petites structures ou d'une manière un peu plus large pour donner un nom aux startups. Peut-être un peu moins aux grosses structures qui mettent plus de temps à prendre bouger. le pouls et à bouger finalement. Alors, c'est vrai, je dirais, les grands groupes, les grandes sociétés, à la fois pour deux raisons. C'est-à-dire, à la fois, elles ont des structures pour réfléchir à un demain, même si j'ai constaté, je dirais, du temps où j'étais chez Euro Disney ou même dans d'autres entreprises, que la fonction, ce qu'on appelait strategic planning, donc planification stratégique, a plus ou moins été, je dirais, éliminée au profit de business plans à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais ceux qui éclairaient, je dirais, vraiment les dirigeants d'entreprise, c'était des gens qui venaient de cet horizon et malheureusement, alors ils sont allés dans les cabinets conseils, je dirais, qui bien évidemment les utilisent et les placent, je dirais, donc à un prix intéressant. Est-ce que vous utilisez aujourd'hui des... Je bascule sur ça, mais est-ce que vous utilisez des outils vous mettez-vous en place des outils de façon plus large pour contribuer à la qualité de vie au travail dans les organisations de vos clients, ou est-ce que vous les laissez faire et les accompagner pour qu'ils trouvent eux-mêmes leurs outils, leurs propres outils? Parce que ça en fait partie, quoi. Toute la méthode est de ne pas dire au client ce qu'il doit faire. Donc c'est quand même du coaching. C'est un peu comme du coaching. C'est comme en matière de communication. La bonne formation en matière de communication, c'est de partir à partir de la personne, la manière dont elle s'exprime, ses mots. Voilà, c'est du bon training, de la bonne formation en communication. Mais dans l'entreprise, il y a suffisamment de compétences, et c'est un des éléments aussi de la méthode, c'est de faire que du bottom-up. Le top-down, on le voit dans la vie tout court, qu'elle soit politique, dans la société. Le côté vertical, on nous dit ce qu'on doit faire et on pense que c'est bien pour nous. C'est la même chose dans l'entreprise. La créativité, elle part, voilà, et au-delà de la créativité qui est bien plus riche, au-delà de ça, c'est le portage. C'est-à-dire que quand vous mettez en œuvre, vous avez déjà convaincu, je dirais, les gens, puisque ce sont leurs idées, et qu'à partir de là, ben voilà, vous avez une dynamique et vous allez beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, je dirais, dans la dimension de la transformation que vous voulez faire. Donc on sent bien, Daniel, que votre horizon, et c'est normal de par votre passé, est tourné vers l'innovation RH qui finalement guide l'évolution de l'entreprise. C'est une porte intéressante, mais est-ce que c'est ça finalement pour vous, une entreprise en cohérence avec son moment, son année, une entreprise bien dans sa place en 2022, elle doit d'abord en fait réformer sa fonction RH pour être une entreprise qui a un socle solide en business? Alors, il est vrai que si on veut résister dans le monde dans lequel on est au niveau d'une organisation RH, il faut avoir le coup d'avance. Le coup d'avance, c'est-à-dire demander, une transformation ou engager une transformation. Engager une transformation alors qu'on n'a pas, soi-même, donc on doit s'occuper de soi-même alors que le rôle de la RH est de s'occuper des clients et des collaborateurs. Ça ne peut pas fonctionner. Enfin, ça fonctionne, mais je l'ai trop vu, avec du burn-out, des problèmes, donc de départ, etc. Ce qui est important dans la RH, elle doit réfléchir à est-ce que je suis organisé pour les 3-5 prochaines années. Est-ce que j'ai les systèmes? C'est-à-dire qu'on est en train de faire un peu du tout en même temps en ce moment. On voudrait transformer l'entreprise, mais il faut transformer la RH, il faut avoir des systèmes plus collaboratifs. Mais tout cela, c'est des temps un peu longs. C'est-à-dire que c'est des projets lourds. Mettre en place un nouveau système SIRH dans une entreprise, c'est entre le projet et la démultiplication selon la taille de l'entreprise, ça peut être 2-3 ans. Et c'est en même temps des changements fondamentaux, parce que je ne vais pas faire la publicité de tel ou tel modèle, mais en fonction de tous ces modèles-là, répartissent la charge de travail. C'est-à-dire, il y a la partie très système, et puis, il y a quand j'évoquais tout à l'heure la notion people management, c'est que
ben, le responsable a une part, je dirais, active désormais dans les systèmes donc RH. Donc lui, par contre, il a le sentiment qu'on est en train de lui envoyer donc des choses que faisait la RH avant, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire c'est plutôt la RH qui le faisait. Donc la RH, elle doit se transformer. Alors par rapport au point, je dirais, qu'est-ce qu'il faut faire pour anticiper? Ben, il faut regarder toujours l'horizon. Qu'est-ce que les gens veulent de demain? Et justement, les candidats, est-ce que vous avez une vision différente des candidats lorsque vous étiez DRH de Disney et aujourd'hui à ce poste? Est-ce qu'il y a un angle différent du coup? C'est quoi la grosse différence? Alors, l'élément fondamental, je dirais, qu'on commençait à voir un peu Juste avant la crise, mais qui s'est complètement, je dirais, exacerbé, c'est que ce n'est plus l'entreprise qui choisit son collaborateur. C'est le collaborateur qui choisit l'entreprise. Lié à une pénurie finalement. Alors, oui, qu'il y a une pénurie, mais la pénurie, il faut juste regarder qui en est responsable. Donc, moi, ça fait 10 ans, 15 ans que je dis, le recrutement, ou en tout cas, c'est 3 tiers. C'est un tiers, je dirais, via l'extérieur. C'est un tiers, je dirais, des jeunes pousses, je dirais, que je fabrique dans mon entreprise. Et c'est un tiers, je dirais, de développement ou de mobilité. C'est ça, d'accord. Or, trop souvent, on a été à 90% sur le marché de l'extérieur. Mais le marché de l'extérieur, il est, lui, aujourd'hui à saturation et il n'a pas suffisamment développé le nombre de tout ce que l'entreprise voudrait. En même temps qu'on a toujours un prisme sociétal qui est de... Je préfère, je dirais, choisir une voie diplômante pour un métier, même si je sais que sur le marché, il n'y a pas de débouché, alors que la pénurie, elle va être sur des jobs intermédiaires qui, eux, je dirais, dans une échelle de temps de 5 à 10 ans, seront mieux rémunérés que ceux qu'on pense être les meilleurs aujourd'hui. Okay. On est dans une inversion qui est en train de se produire et qu'il va falloir en tenir compte pour justement, et on a à peu près devant nous... Oui, au moins 5 ans de difficultés, parce que la guerre des talents, c'est pas sur le data scientist, etc. Quand il en manque 1, 2 dans une entreprise, je dirais, on peut... Oui, les talents, c'est ceux qui font l'essentiel. Mais ça va être tout le reste. Et cela, on a un sujet vraiment sociétal, il faut réorienter et redonner, je dirais, le goût à aller dans ces métiers qui vont être extrêmement importants. Ok. Merci beaucoup Daniel Dreux. On a bien compris du planning, parce qu'il faut avoir une vision, il faut mettre en place un planning, il faut s'aligner aussi avec les enjeux fondamentaux, et puis segmenter. Donc on a bien compris finalement l'ensemble de votre démarche et ce que vous faites pour Dare to Transform. Merci beaucoup Daniel. Merci à vous. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.